D'accord. Vous parvenez à bien voir les diapos? Oui, on y arrive. Le traitement des données personnelles des mineurs. Voilà. C'est bon, on voit. Parfait. C'est clair chez moi. On peut débuter alors dans ce cas. D'accord. Donc, merci. Alors, je salue tout le monde. Je salue la présence de tous en ce moment et je vous souhaite vraiment la bienvenue dans ce webinaire qui est très important pour le métier que nous faisons, le traitement des données personnelles des mineurs. Nous gardons des tout-petits, nous gardons des enfants et nous ne connaissons pas vraiment ce qu'il en est de tout cela, comment garder ces documents, quand est-ce qu'il faut les jeter, quand est-ce qu'il faut les partager. C'est plein de choses que nous posons comme questions et nous avons pensé à joindre professeur Niane, que nous remercions au passage pour sa disponibilité de pouvoir nous guider à ce que nous puissions poursuivre poursuivre nos entreprises, poursuivre nos affaires sans avoir à blesser quelqu'un ou à peut-être gâcher vraiment ce que nous avons investi depuis très longtemps. Et donc voilà, il est là aujourd'hui, professeur Niane, pour nous édifier par rapport à ce sujet-là. Donc, je passe aussi mon bonjour à tous les membres de la fédération qui sont là, M. Niane, pour vous écouter. Et vraiment, nous espérons qu'à la fin de ce webinaire, nous allons pouvoir suivre vos conseils et pouvoir matérialiser ce qu'on a appris aujourd'hui avec vous. Donc, merci à tout le monde d'avoir assisté, de participer à ce webinaire et merci encore à vous, professeur Niane. Donc, je vous remercie. Donc, par la même occasion, je remercie l'ensemble des membres de la Fédération sénégalaise de la petite enfance, donc d'avoir pensé à ma personne au moment de choisir une personne ressource, donc pour partager avec vous les éléments qui sont liés au traitement des données personnelles des mineurs. Donc, c'est tout un plaisir de partager avec vous ces éléments. Donc, étant aussi père de famille, père d'une petite fille, donc je partage les mêmes préoccupations que vous, les mêmes craintes. Donc, il est normal que quand des associations s'intéressent à la petite enfance, que nous puissions aussi y participer de manière active afin que ça ne soit pas uniquement l'affaire des dames, mais aussi que ce soit l'affaire de tout le monde. Donc, je suis particulièrement heureux de pouvoir partager le peu de choses que je connais avec tout le monde et espère aussi dans les débats tirer aussi des leçons parce que quelque part aussi, nous sommes des éducateurs, enseignants à l'université aussi. C'est être éducateur, donc être confronté aussi, pas à la petite enfance, mais à l'âge préadulte. Donc, toutes ces préoccupations m'intéressent vraiment. Donc, nous allons échanger avec vous de la manière suivante, faire un exposé qui ne sera pas long afin de pouvoir laisser place au débat et aux questions. Donc, souvent, c'est la partie la plus importante et la partie la plus intéressante. Je vais juste m'en limiter à ce que prévoit la loi et un peu partager l'expérience peut-être de la CDP, la Commission de protection des données personnelles, sur la question du traitement des données des mineurs. Nous allons le faire sous 3 points. Donc, après quelques généralités, je vais parler des principes de traitement qui sont prévus, mettre le focus sur les mineurs et sur l'activité de FEDSEN, s'il le faut, et terminer par des recommandations. Donc, au cas où FEDSEN, donc PE, continuerait à traiter des données de mineurs, ce qui est un peu le cœur de son métier. J'espère que le volume est bon pour tout le monde et que je ne parle pas trop vite. Non, ça va pour l'instant, ça va. Pour moi, ça va. D'accord. Merci beaucoup. Donc,
En guise de généralité, donc, nous allons commencer par la définition des termes, des termes un peu qui seront utilisés tout au long des interventions. Donc, le premier concept qui est important, c'est le concept de données à caractère personnel. On en parle souvent, on en parle beaucoup, on en entend parler, mais c'est un terme qui est assez difficile à définir parce que ce qu'en dit le législateur est très large. Donc, les données à caractère personnel, ce sont avant tout des informations. Et cela peut être n'importe quelle information. Donc, l'information étant un élément de connaissance qui nous permet de dialoguer, de comprendre le monde, d'interagir, de réfléchir, etc. Donc, cela peut être n'importe quel type d'information. L'essentiel pour le législateur, c'est que cette information puisse aboutir à identifier une personne. Lorsqu'on parle d'identifier une personne, c'est parce qu'en droit, on considère que la population est assez homogène. Nous parlerons, pour les identifier, de genre, par exemple, avec la division binaire entre les hommes et les femmes. Nous parlerons de nationalité en faisant la distinction entre les nationaux et les étrangers. Nous parlerons d'âge en faisant la distinction entre les majeurs et les mineurs. Nous parlerons aussi d'autres critères qui permettent à chaque fois d'isoler un groupe d'individus ou un individu parmi les éléments qui composent la population. Donc, l'identification, cette identification, il faut la prendre dans son sens juridique, parce que c'est le droit qui permet de fixer les éléments qui permettent d'identifier la personne ou de la rendre identifiable. Parce qu'en dehors des codes juridiques, des éléments dans la société permettent d'identifier les personnes entre ceux qui sont initiés ou non, etc. Et on peut identifier parfois certaines ethnies à travers des marques extérieures ou autres, mais ce sont des identifiants qui ne sont pas totalement acceptés par le droit. Donc, l'identité dont il s'agit ici, c'est bien entendu l'identité juridique. Globalement, au Sénégal, lorsqu'on parle d'identité, on pense très rapidement carte d'identité nationale, etc., parce que c'est une carte qui porte bien son nom. Mais c'est un document administratif. La première base d'identité au Sénégal, c'est l'état civil d'abord. Donc, tout ce qui est extrait de naissance, certificat de mariage, acte de décès, etc. Donc, on y ajoute après d'autres documents administratifs comme la carte d'identité nationale, le passeport, le certificat de nationalité, etc. Donc, ce qu'on doit retenir ici par rapport à la donnée à caractère personnel, c'est une information qui permet d'identifier ou de rendre identifiable une personne. Maintenant, quelle que soit la nature de l'information, on peut passer beaucoup de temps à donner des exemples, mais ce ne sont pas les exemples qui sont importants, c'est de retenir la règle. Et la règle, c'est l'information qui permet d'identifier. Donc, à contrario, on peut penser que tout ce qui ne permet pas d'identifier une personne n'est pas une donnée à caractère personnel. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des éléments d'information qui ne permettent pas d'identifier une personne? Donc, c'est une question qu'on se pose et au niveau de la commission, la réflexion continue toujours parce qu'à chaque fois, il y a des informations que nous devons qualifier. Deuxième chose à définir, c'est la notion de traitement. Puisqu'on parle de traitement des données personnelles des mineurs, qu'est-ce que la loi appelle traitement ou qu'est-ce que nous devons comprendre derrière le traitement? Le traitement, c'est toutes sortes de manipulations que l'on fait sur une information qui permet d'identifier une personne. Toutes sortes de manipulations. La loi donne des exemples: collecte, exploitation, enregistrement, extraction, sauvegarde, modification. Quel que soit ce que vous faites, dès que vous posez une action qui peut être tracée sur une information permettant d'identifier une personne, vous êtes en train de traiter. Pour donner un exemple vraiment immédiat, je donnerai la confection d'une liste. Quand vous confectionnez une liste d'adhérents, vous êtes en train de traiter des données à caractère personnel. Parce que dans votre base de données, vous avez les noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone, adresse mail, fonction de la personne, etc.,
pour adhérer, par exemple, à FEDSEN. Donc, pour adhérer à FEDSEN, vous donnez un certain nombre d'informations. Donc, la présidente ou le président réunit ces informations et en fait une liste qui devient un fichier qui permet de contacter les membres, d'envoyer des mails, d'appeler, de convoquer, de faire voter lors des assemblées générales, etc. Donc, le traitement, il faut le comprendre par la création de ces fichiers et toutes les utilisations que vous pourrez en faire sur la base des informations contenues dans ce fichier. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle traitement. Ensuite, il y a la notion de responsable de traitement. Le responsable de traitement, pour faire simple, c'est FEDSEN, par exemple. Pourquoi FEDSEN est considéré comme responsable de traitement? Parce que FEDSEN décide de quel fichier sera créé et comment ce fichier sera créé. Donc, si une personne, donc je veux dire le représentant légal de FEDSEN, si une personne décide de la création d'un traitement de données avec le moyen qui sera utilisé, cette personne est considérée comme responsable de traitement. Vous pouvez avoir un fichier manuel sous forme de registre écrit. Vous pouvez avoir un fichier numérique parce que vous avez saisi et imprimé, etc., etc. Vous pouvez utiliser aussi un fichier via le cloud, comme les Google Sheets, etc. Donc, ce n'est pas vous qui avez créé le formulaire, mais vous avez utilisé un formulaire déjà prêt ou pré-rempli et vous continuez l'opération et que vous ne gardez, peut-être vous ne gardez même pas un exemplaire, vous préférez l'héberger ailleurs. Donc, ce qu'il faut retenir ici pour le responsable de traitement, c'est celui qui décide de collecter des données à caractère personnel, de ce qui en sera fait et comment. Dernier élément à définir dans le vocabulaire des données personnelles, c'est la personne concernée. Donc, la personne concernée, c'est celle dont les données sont traitées. Là, il s'agit par exemple de tous les membres de FEDSEN. Chaque membre pris individuellement est une personne concernée. On peut l'avoir à l'échelle du pays avec l'état civil. On peut l'avoir à une échelle beaucoup moins importante, par exemple le fichier électoral. Seuls ceux qui sont inscrits sont membres et personnes concernées, etc. Donc, la notion de personne concernée, c'est juste la personne dont les informations sont collectées. L'autre notion qui n'est pas définie par la loi sur les données personnelles, mais par d'autres textes, qui est la notion importante, c'est la notion d'enfant. On parle d'enfant souvent au Sénégal parce que l'enfant, c'est un groupe, désigne un groupe assez hétérogène. Si je prends l'importance des textes, la Convention des Nations Unies donne une certaine définition de l'enfant en disant que ce sont les personnes âgées de moins de 18 ans. Bon, cette convention pose une règle qui n'est pas valable peut-être dans toutes les sociétés humaines. Parce que pourquoi 18 ans? Ce n'est pas dans tous les pays, ce n'est pas dans toutes les croyances religieuses ou sociales que l'on accède à l'âge adulte à 18 ans. On peut y accéder avant ou bien après. Mais la Convention des Nations Unies a pris une moyenne et l'a fixée à 18 ans. Cette convention est conforme à la loi sénégalaise. Parce que au Sénégal, on considère que l'enfant, c'est le mineur. Et le mineur, c'est celui qui n'a pas encore 18 ans accomplis. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'au Sénégal, jusqu'à une période très récente, la majorité était fixée à 21 ans. Ce n'est que récemment, plus ou moins, qu'on l'a ramené à 18 ans. Donc, pour vous dire que le marqueur biologique qui permet de passer de l'enfance à l'âge adulte est un marqueur qui est assez relatif. Demain, on peut juger que 18 ans, c'est tôt et le ramener à 25 ans. Toujours est-il que c'est une moyenne que l'on retient et à partir de cette moyenne, ce qui est important de noter dans la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est simplement le fait de pouvoir assumer toutes les conséquences qui découlent de ces agissements. On considère est majeur celui qui est capable seul d'assumer toutes les conséquences issues de ces agissements. Alors que pour l'enfant, il en est autre. On implique les parents, on implique la société. Donc, si nous parlons de données personnelles des mineurs, nous parlons de la tranche d'âge qui se situe de 0 à 17 ans, 11 mois et 29 jours, si vous voulez.
Voilà un peu les notions essentielles à retenir pour que ce que je vais dire après ait un peu de sens. Donc, données personnelles, responsable de traitement, personnes concernées et le mineur. Ici, remplacer personnes concernées par mineur et nous avons tous les éléments de notre... Bon, je vais vous fatiguer encore un peu avec des textes juridiques. Bon, malheureusement, nous vivons dans un état de droit où, heureusement, et pour cette raison, tout est organisé autour de textes. Au Sénégal, ce qui concerne les enfants, ou tout ce qui concerne les enfants, et les données personnelles sont régies par les textes que j'ai présentés. Donc, d'abord, la Constitution sénégalaise, les articles 15 et 16 de la nouvelle Constitution, parlent de l'enfant, mais parlent plus de l'éducation de l'enfant que de l'enfant en tant que tel, et met à la charge des parents et des collectivités publiques le devoir d'éduquer les enfants. La loi de 2008 sur les données à caractère personnel ne vise pas expressément l'enfant. Vous n'allez pas voir enfant ou mineur dans la loi. Mais c'est une loi qui s'applique à tous les citoyens sénégalais, indifféremment de l'âge, du sexe et de l'origine. Donc, l'enfant est aussi indiqué, même si ce n'est pas isolément. La loi qui crée le code de la famille, donc une fameuse loi de 1972, donc là aussi, traite de tout ce qui concerne l'enfant, de sa filiation jusqu'à sa prise en charge, jusqu'à son émancipation avec l'âge adulte ou du fait de ses parents. Il y a le décret d'application de la loi et un document de politique générale, c'est la stratégie nationale de protection de l'enfant. Je ne sais pas si vous avez le document, si vous l'avez exploité ou si vous avez participé à son élaboration en 2013. Non. Mais oui, c'est l'un des rares documents qui vraiment se focalise sur la protection de l'enfant, sauf que c'est un document qui est partiellement complet parce que c'est un document qui s'intéresse plus à l'enfant vulnérable, l'enfant en conflit avec la loi que l'enfant de manière générale. Donc, c'est sous la pression d'organismes de l'ONU et d'autres organismes internationaux que le Sénégal s'est doté de cette stratégie nationale de protection de l'enfant en 2013. Il y a eu un début d'exécution avec un plan qui couvrait une période de 2015 à 2017. Depuis lors, bon, je ne suis pas au courant d'autres avancements. Peut-être qu'avec le ministère de la Femme, de la Petite Enfance, des documents ont été renouvelés. Au niveau communautaire ou au niveau international, nous avons la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité. Nous avons l'acte additionnel de la CEDEAO sur les données à caractère personnel et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Cette charte a été complétée par des protocoles et d'autres textes. Je n'ai pas voulu vous surcharger en texte juridique, mais il existe d'autres documents, donc des protocoles additionnels. Et l'ensemble de ces documents, leur point commun, c'est de s'intéresser à l'enfant en lui conférant un certain nombre de droits et en reconnaissant des devoirs aussi à l'enfant en fonction de son âge et en fonction de sa situation. Donc, tout ce qu'on peut dire sur l'enfant, nous sommes obligés de les tirer de ces cadres juridiques qui organisent la condition ou la situation de l'enfant au Sénégal. Je rappelle juste en passant que l'enfant, de manière assez basique, connaît 3 conditions juridiques au Sénégal et ces conditions sont définies par sa filiation. Il s'agit de l'enfant, de ce qu'on appelle l'enfant légitime, c'est-à-dire né d'un père et d'une mère mariés. Il y a l'enfant naturel qui peut être reconnu ou non reconnu. Et ensuite, il y a l'enfant adopté, avec l'adoption plénière qui s'assimile à l'enfant légitime et l'adoption limitée qui procède d'une adjonction sans que l'enfant n'efface sa généalogie d'origine. Donc, à partir de là, on peut avoir 3 catégories d'enfants et à chaque catégorie d'enfants, il y a des droits, il y a des droits qui sont reconnus plus ou moins largement, mais l'ensemble des devoirs où la protection s'adresse à l'enfant avec un grand E. Voilà donc pour cette première partie qui concernait les généralités de
manière générale. Il y a donc pour le traitement des données personnelles, donc je vais présenter les principes communs et ensuite rapidement dérouler pour qu'on puisse discuter et vous laisser le temps de poser des questions. Comme je vous l'ai rappelé, la loi ne fait pas trop de distinctions. Et là où la loi ne fait pas de distinctions, nous ne pouvons pas faire d'autres distinctions. Les données à caractère personnel, leurs traitements sont organisés par les mêmes règles et c'est valable pour tout le monde. Quelles sont ces règles? Les principes de traitement ont été listés dans la loi. Et ces principes de traitement ne sont pas très nombreux. Il y a d'abord le principe de légitimité. Cela veut dire que n'importe quelle personne qui est sollicitée pour partager des éléments relatifs à son identité, cette personne, on doit obtenir son consentement. Mais il y a un problème avec les enfants. Parce que la loi ne reconnaît pas aux enfants la capacité juridique de donner un consentement autonome. Ça, c'est une règle de manière générale. Bien sûr, il y a quelques exceptions, mais le temps ne nous permet pas d'entrer dans toutes les nuances. Mais retenez que la règle est que l'enfant ne peut pas donner un consentement autonome. Et ça pose problème. Quand vous allez collecter des données des enfants, mais l'enfant ne peut pas seul donner un consentement. Donc, il faudra tout le temps se rapprocher du parent, du tuteur ou de l'État en fonction de celui qui assure la garde de l'enfant. Mais le principe du consentement est un principe qui est obligatoire et très important, sauf si la loi vous en dispense. Deuxième principe, c'est le principe de licéité. Quand vous décidez de traiter des données à caractère personnel, il faut toujours qu'il y ait une base juridique. Cette base juridique peut être une loi, comme cette base juridique peut être la volonté de la personne, c'est-à-dire le contrat. Vous me sollicitez, j'accepte. Nous n'avons pas besoin forcément d'une loi, mais c'est parce que j'ai accepté que vous avez la possibilité de collecter mes données. La finalité, qui est l'autre élément de la licéité, c'est ce pourquoi vous collectez mes données. Si je prends l'exemple de l'association FEDSEN, si vous avez besoin de créer un fichier, que ce soit un fichier manuel, un fichier électronique, que le fichier soit automatisé ou autre, la première question qu'on va vous demander, mais c'est pourquoi vous créez ce fichier? Est-ce que c'est juste pour recenser le nombre d'enfants avec qui vous interagissez ou c'est parce qu'après vous avez des actions à caractère social ou non en faveur de ces enfants? Il faut toujours qu'il y ait une explication à la collecte des informations, que cette collecte soit ponctuelle ou que la collecte soit continue. C'est ce que nous appelons finalité, la raison pour laquelle vous allez collecter les informations qui permettent d'identifier. Troisième principe, c'est le principe de transparence. C'est-à-dire, il faut être le plus exhaustif possible sur ce pourquoi vous collectez des informations. Excusez-moi. Donc, à chaque fois qu'on décide d'un traitement, il faut que les personnes qui font l'objet de ce traitement soient informées du pourquoi du traitement, de la durée, des objectifs, etc. Donc, l'information doit être la plus totale possible. Dans la pratique, il y a plusieurs types d'informations, il y a plusieurs supports d'information. Le plus important, c'est que l'information soit disponible et vérifiable. La disponibilité doit être vérifiable. Autre principe important, c'est le principe de la proportionnalité. On n'a pas besoin de collecter toutes les données possibles ou imaginables. Le principe de proportionnalité dépend de la finalité poursuivie. Je donne un exemple. Si je crée un fichier d'enfants en danger parce que je veux simplement les nourrir ou simplement payer leur scolarité, je n'ai pas besoin d'informations qui ne soient pas en lien direct avec ces besoins. Donc, ce dont j'aurais besoin pour payer la scolarité de l'enfant, c'est son niveau d'études, l'établissement qu'il fréquente et peut-être le coût de la scolarité. Ensuite, je pourrais demander éventuellement d'avoir une information sur ces résultats. Mais je n'ai pas besoin de savoir qui sont, par exemple, quels sont ses loisirs,
Parfois, je n'ai même pas besoin de savoir de quelle ethnie il est, quelle est sa conviction religieuse, est-ce que son père est d'un parti politique déterminé ou pas, etc. Donc, je n'ai pas besoin d'informations qui ne présentent pas un intérêt clair par rapport à ce pourquoi j'ai traité ces données à caractère personnel. Dernier principe de traitement, c'est le principe de confidentialité. Les informations que vous détenez sur une personne, sauf son consentement, doivent toujours être sécurisées, gardées dans un endroit sûr, avec un accès organisé et une procédure d'accès aussi très organisée, afin que seules les personnes qui y ont droit puissent accéder à ces informations. Parce qu'il faudra être très prudent avec les données des enfants. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Donc, voilà un peu de manière assez synthétique les principes qui s'appliquent à tous les traitements de données à caractère personnel, pas spécifiquement aux données des mineurs. La loi reconnaît un certain nombre de droits aux personnes concernées et pose des obligations sur les responsables de traitement. Les personnes concernées, que ce soit les mineurs ou les représentants légaux, c'est d'abord un droit à l'information. À chaque fois que vous collectez des données, la personne ou son représentant légal doit avoir toutes les informations nécessaires sur le but de votre action. Le droit d'accès. J'ai toujours le droit ou la possibilité de savoir quelles sont les informations que vous avez sur moi. Et quand j'en fais la demande, je dois être mis dans les conditions de pouvoir vérifier les informations que vous avez sur moi. Le droit d'opposition. Cela veut dire de manière très concrète que si vous approchez un enfant qui entre dans le but de votre activité et qu'il ne veut pas ou que ses représentants légaux ne veuillent pas faire partie de cette activité, vous ne pouvez pas passer outre. Sauf si c'est la loi qui vous confie une mission d'intérêt public avec les moyens qu'il faut. Sinon, si moi, parent d'enfant, je décide que mon enfant n'en fera pas partie, vous ne pouvez pas passer outre ma décision. C'est ça le droit d'opposition. Le droit de rectification et de suppression, c'est un droit dont l'initiative peut appartenir à l'enfant comme peut vous appartenir. Par exemple, si vous êtes au courant qu'un enfant a changé de quartier, il faut mettre à jour la base de données. Qu'un enfant n'est plus un enfant mais est devenu un adulte, donc il a plus de 18 ans révolus, il faudra écarter cet enfant de vos listes en actualisant, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'il y a un élément nouveau qui appelle une actualisation, une rectification, il faut être vigilant par rapport à ça. Quelles sont vos obligations en tant que responsable de traitement? Vous avez l'obligation de déclarer les traitements lorsque la loi le prévoit. Vous avez une obligation de sécuriser votre base de données, que votre base de données soit manuelle ou numérisée. Vous avez une obligation de confidentialité, ce que j'ai expliqué tantôt, et vous avez une obligation de conservation et de pérennité, c'est-à-dire de pouvoir actualiser ces informations et de les garder en lieu sûr. Au Sénégal, la loi organise 2 régimes de conformité à titre principal. Donc, je vais expliquer les autres éléments, les 3 derniers, mais il n'y a en réalité que 2 régimes. C'est le régime de déclaration normale et le régime d'autorisation. J'explique le régime d'autorisation. Tout ce qui n'est pas autorisation relève de la déclaration normale. Le régime d'autorisation est réservé à un certain nombre de cas. C'est lorsqu'on traite de données sensibles, c'est-à-dire lorsque vous prenez en compte l'opinion politique, philosophique, la conviction religieuse, les données de santé, etc., ou les données financières de la personne. Ça, c'est le premier cas. Donc, lorsque vous collectez des données qui sont sensibles, il faut une demande d'autorisation. Deuxième chose, c'est lorsque vous collectez des données biométriques. Donc, s'il vous arrive de créer une base de données où vous allez prendre des empreintes, l'ADN, l'empreinte de l'iris ou autre élément, le gabarit de la main ou autre élément biométrique qui relève de la personne, vous devez forcément demander l'autorisation.
Troisième cas de figure, c'est lorsqu'il y a une interconnexion de bases de données. Donc, si vous entendez utiliser votre fichier avec les fichiers d'autres entités, autorités publiques, entités privées, etc., sous la forme d'une interconnexion, demande d'autorisation. Dernier cas de figure, c'est en matière de transfert. Si vous hébergez, par exemple, les données à l'extérieur du Sénégal. Donc, si vous hébergez des données à l'étranger, ou bien, même si vous ne les hébergez pas, vous les partagez avec l'étranger. Je donne un exemple. Vous avez un bailleur européen, un bailleur américain ou asiatique qui accepte de financer vos activités, mais vous demande la liste des adhérents et la liste des enfants pour être sûr que vous avez exécuté le programme tel que prévu. Si pour des besoins d'exécution de cette mission, vous transférez des données à l'étranger ou vous les partagez avec l'étranger, vous devez demander une autorisation. Donc, tout ce qui sort de ces 4 cas de figure relève de la déclaration normale. Le reste, je l'ai mis juste à titre informatif. Les normes simplifiées, c'est des règles qui permettent aux citoyens de pouvoir obtenir l'aval de la CDP de manière très simple. C'est comme si, en tant que citoyen, vous voulez avoir la vidéosurveillance à domicile. Avant, le formulaire était de 8 pages, fourni beaucoup de questions. Aujourd'hui, le formulaire, c'est une seule page où vous cochez 2 cases et c'est tout, vous déposez. Donc, certains traitements qui ne présentent pas, qui sont très récurrents et qui ne présentent pas de danger, font l'objet de procédures simplifiées. Deuxième élément que j'ai noté et que j'explique, c'est la demande d'avis. Aujourd'hui, FEDSEN peut demander un avis. C'est ce que je suis en train de faire en quelque sorte. Donc, vous avez sollicité un avis, je suis en train de répondre, même si c'est sous la forme d'un webinaire. Les avis sont facultatifs pour la population, mais pour l'État du Sénégal, lorsque l'État envisage un traitement de masse des données des Sénégalais, l'avis devient obligatoire. Mais l'avis n'est pas une autorisation. L'avis, c'est l'opinion de la CDP avant que vous ne déposez une demande d'autorisation. Et il faut savoir que l'avis ne lie pas forcément l'autorité. C'est pour cela que l'avis, ce n'est pas un régime de conformité. Dernier élément, ce sont les exclusions. Les exclusions aussi, ce ne sont pas des régimes de conformité. C'est parce que la loi dit que pour ces traitements, vous pouvez ne pas faire de déclaration. C'est l'activité des associations, par exemple, en ce qui concerne leurs membres adultes. Aujourd'hui, vous avez une base de données des membres de FEDSEN. Vous convoquez les réunions, vous vous appelez, vous organisez des manifestations, etc. Vous vous envoyez des messages, des mails, etc. Vous n'avez pas besoin de déposer ce traitement ou de déclarer ce traitement au niveau de la CDP. Mais attention, en détenant un fichier de données à caractère personnel, il faut respecter la loi. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de déclaration préalable qu'on ne respecte pas la loi. Un membre de FEDSEN qui subit un préjudice parce que le fichier n'a pas été bien gardé peut décider d'intenter une action, peut bien porter plainte devant la CDP ou en justice. Donc, il faut faire la différence entre l'absence de déclaration préalable et l'inapplicabilité de la loi. La loi est applicable à tous les traitements de données à caractère personnel, quel que soit le cas de figure. Mais simplement, vous ne les déclarez pas au préalable. Il en va de même de nos traitements domestiques. Ce qu'on appelle les traitements domestiques, ce sont nos téléphones. Nous sommes à la maison, nous nous prenons en photo, nous prenons en photo nos familles, nous faisons des albums, nous nous envoyons les photos sur WhatsApp, nous tenons des réunions de famille sur WhatsApp avec des vocaux qu'on s'envoie, etc. Ces éléments-là n'ont pas besoin d'être déclarés parce que j'ai créé un groupe WhatsApp avec ma famille, nous avons nos photos, nos petits secrets, etc. J'ai créé peut-être des fichiers, mais ces éléments n'ont pas besoin d'être déclarés. S'il y a diffamation dans le groupe, ou bien s'il y a une autre activité qui cause un préjudice à l'un des membres, la loi s'applique. Donc là, il est très important de faire la différence entre la dispense de déclaration préalable et l'inapplication de la loi. Donc, ce que j'ai expliqué tantôt,
c'était un peu les principes qui sont fixés par la loi sur les données à caractère personnel, quel que soit le type de traitement. Maintenant, puisque l'activité de FEDSEN s'intéresse à la petite enfance, nous allons mettre le focus sur les données des mineurs. Pour cela, je justifie pourquoi les mineurs, c'est une question sensible. Au Sénégal, le mineur est considéré comme une personne vulnérable. Et sa vulnérabilité tient de son inexpérience en raison de son âge. En droit civil, c'est comme ça que l'on l'explique. C'est parce qu'il est inexpérimenté en fonction de son âge que c'est une personne vulnérable. Pendant longtemps, on a aussi considéré les femmes comme des personnes vulnérables. Personnellement, je suis contre cette catégorisation parce que les femmes sont aussi autant capables que les hommes. Être femme n'est pas un handicap pour qu'on puisse être considéré vulnérable juste parce que nous sommes, ou juste parce que la personne est une femme. Maintenant, il y a des situations de vulnérabilité pour la femme, comme la femme enceinte, par exemple, etc. Donc, ce sont des situations de vulnérabilité, mais elle n'est pas vulnérable parce qu'elle est femme. Mais les enfants, en raison de leur âge, sont des personnes vulnérables. Les majeurs incapables aussi, c'est-à-dire les majeurs qui souffrent de maladies qui les rendent dépendants de l'intervention de tierces personnes ou de leur famille. Ces majeurs incapables sont des personnes vulnérables aussi. Voilà un peu la raison pour laquelle on prête une attention particulière à une certaine catégorie de personnes. Ensuite, il y a des risques qui sont associés à cette vulnérabilité, surtout avec le numérique. Nos enfants, qu'ils aient 2 ans, 6 mois, etc., jusqu'à 17 ans, sont tous accros du numérique et plus particulièrement des téléphones, d'Internet, des vidéos, etc., sans que les parents puissent toujours avoir un contrôle optimal. Et nous savons tous que Internet, malgré toutes les potentialités positives, est aussi un monde très, très dangereux et risqué pour les personnes de manière générale, encore plus pour les enfants. La justification finale, c'est qu'il existe des régimes de protection pour les enfants. Le code de la famille est très clair. Toutes les personnes mineures sont placées sous la protection de leurs parents, aussi bien pour prendre en charge leur personne que leurs biens. Je ne veux pas trop vous fatiguer avec des termes juridiques, mais on parlera de la puissance paternelle et de l'administration légale. L'administration légale, c'est la gestion des biens du mineur. Parce qu'il y a des mineurs riches, comme il y a des mineurs qui sont exclusivement dépendants de leurs parents. La puissance paternelle, c'est un héritage c'est un legs colonial. On veut remplacer ça par l'autorité parentale parce que c'est exercé en parfaite coordination avec le père et la mère, même si on garde la dénomination puissance paternelle. C'est pour l'éducation de l'enfant en réalité. Donc, ça, ce sont des régimes de protection qui sont posés par la loi. Quand vous vous intéressez à un mineur, dites-vous bien que vous ne pouvez pas contourner ses parents. Parce que ses parents sont assujettis par la loi à son éducation et à son bien-être. C'est eux qui le représentent. Donc, vous ne pouvez pas faire sans les parents. Si ce ne sont pas les parents, parce que les parents sont décédés ou la loi empêche aux parents d'exercer cette mission, il y a la tutelle avec un conseil de famille où c'est le juge qui prend en charge l'enfant. Si ces cas de figure n'existent pas, l'enfant peut être pupille de la nation et c'est une administration de l'État qui prend en charge les intérêts de l'enfant. Donc, pour l'enfant, quelle que soit la situation, il y a toujours un vis-à-vis qui va s'interposer entre vous et l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle le traitement des données des enfants est complexe parce que vous avez un interlocuteur qui s'interpose entre vous et votre cible. Et vous ne pouvez pas faire sans cet interlocuteur-là. Bon, bien sûr, il y a l'AEMO, il y a d'autres structures. Nous n'allons pas citer toutes les structures. Parfois, vous les connaissez mieux que moi parce que c'est vous les spécialistes de l'enfance, de la petite enfance. Il y a beaucoup de structures qui interviennent dans la petite enfance. L'autre justification, et je pense que c'est la réponse directe à la question, c'est pourquoi FEDSEN petite enfance doit faire attention à la loi ou doit prendre en compte, je préfère le terme prendre en compte les exigences de la loi
dans le déroulé de ses activités, c'est parce que FEDSEN Petite Enfance est le responsable de traitement. Je vous avais expliqué pourquoi FEDSEN est considéré comme responsable de traitement. Parce que c'est vous qui décidez de votre plan d'action, de votre plan stratégique, des activités que vous allez mener. Et si ces activités emportent le traitement de données à caractère personnel, vous êtes immédiatement redevable de tout ce que vous ferez avec ces données. C'est l'obligation de conformité. Ensuite, c'est la nature de la personne concernée. C'est un mineur. Et je viens de vous dire qu'il y a beaucoup de mesures de protection qui intéressent les mineurs, à la fois civil, pénal ou administratif. À chaque niveau, il y a des mesures qui sont posées qui permettent de protéger le mineur. Troisième élément, c'est la catégorie ou les catégories de données que vous allez recueillir. Non seulement vous aurez besoin du consentement, qui sera donné par le représentant évidemment, ou par l'enfant ayant plus de 13 ans. Ensuite, il y a des données sensibles, parce que si vous vous intéressez à la santé de l'enfant, par exemple, vous êtes en train de collecter des données très sensibles. Et en raison de la sensibilité de ces données, vous devez obligatoirement respecter la loi. Si vous vous intéressez au statut pénal de l'enfant, est-ce que c'est un enfant délinquant qui a déjà fait l'objet d'une détention ou d'une privation de liberté? Est-ce que c'est un enfant qui est considéré comme un enfant en conflit avec la loi qui fait l'objet de mesures de suivi? Même s'il est avec ses parents, il fait l'objet de mesures de suivi, etc. Vous allez être au cœur des différentes identités de cet enfant. Et parmi ces identités, il y a des identités qui sont des données très sensibles. Et là, lorsque vous les détenez, vous avez un surplus de responsabilités à assumer. Donc, voilà pourquoi, pour FEDSEN PE, il est très important de faire attention à la loi, surtout en ce qui concerne les enfants. Tout dépendra maintenant de l'activité que vous menez. Mais dites-vous bien que ces trois zones sont sensibles. Que ce soit les données qui sont collectées, la personne qui est au cœur de vos activités, ou votre rôle ou votre position par rapport à la loi. L'autre élément, on n'en parle pas toujours. Je préfère en parler tout en souhaitant que ça n'arrive jamais. Mais vous savez, dans une association, il y a des risques. Vous ne pouvez pas être garant du comportement de chaque membre de l'association pris individuellement ou de l'association considérée collectivement. Au Sénégal, il existe un certain nombre d'infractions qui intéressent spécifiquement les enfants. Si par extraordinaire, un des membres de l'association se rendait coupable d'une de ces infractions, FEDSEN verra sa responsabilité engagée, surtout si vous avez facilité la commission de l'infraction. Il y a évidemment les infractions à caractère sexuel, que ce soit sur la personne du mineur, comme un viol, comme des attouchements, que ce soit l'atteinte à la moralité de l'enfant, lorsqu'on expose l'enfant à des images ou à des situations qui sont de nature à l'influencer négativement. Donc, ensuite, il y a l'exploitation de la vulnérabilité de l'enfant. Ça peut être un harcèlement, ça peut être une atteinte à la réputation de l'enfant lorsque l'enfant est associé à un certain nombre d'actes répréhensibles. Donc, en tant qu'association, individuellement, chaque personne peut être responsable pénalement parce que vous collectez des données d'enfants. Vous avez une base de données et que les enfants, naturellement, ont confiance aux adultes qui les aident. Collectivement aussi, s'il y a des défaillances, vous pouvez engager votre responsabilité. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez une base de données d'enfants, je donne un exemple, hein, parfois c'est des cas d'école. Je donne l'exemple sur moi. Je sais que mon épouse est, par exemple, membre de FEDSEN. Moi, je suis un délinquant sexuel, pédophile. Je fais tout pour me procurer la liste des enfants de FEDSEN, en profitant soit de son absence ou de la complicité de mon épouse. Et j'arrive à exploiter cette liste pour satisfaire mes penchants vicieux. Là, c'est en raison de l'existence d'un traitement de données à caractère personnel qu'une infraction a été facilitée par négligence.
Or, la loi est très claire, malheureusement. Le code pénal dit que celui qui traite, même par négligence, les données personnelles d'autrui, sans respecter la loi, peut voir sa responsabilité pénale être engagée. Donc, vous, en tant que responsable de traitement, vous avez une attention par rapport aux lois dans le cadre administratif, mais attention aussi parce que vous manipulez une catégorie qui est très protégée et vulnérable. Donc, il y a d'autres infractions qui sont prévues et qui peuvent être facilitées parce que simplement, il existe des listes ou des informations pouvant être portées par des personnes mal intentionnées. Je reviens sur cette protection pénale. Le code pénal qui a été réformé en 2016 contient un certain nombre d'infractions qui justement punissent ces éléments. Si vous ne respectez pas les formalités préalables, si votre collecte est frauduleuse, c'est-à-dire qu'on n'a pas requis le consentement de la personne concernée ni de son tuteur. Donc, pour protéger la réputation et la vie privée des personnes aussi, la répression des atteintes contre les mineurs, quand il y a de la pornographie infantile ou les données des mineurs. Le code pénal, par contre, parle bien des données des mineurs avec son article 431-27. La loi de 2008 n'en parlait pas, mais le code pénal qui a été modifié en 2016 vise particulièrement les données des mineurs. Ensuite, il y a la protection administrative au niveau de la CDP. La CDP contrôle le traitement des données. Le contrôle peut être bien organisé, on vous informe à l'avance, comme le contrôle peut être un contrôle surprise. Et la CDP aussi, malgré tout ce qu'on peut penser, sanctionne de temps en temps. On peut vous interdire de poursuivre le traitement, sanctionner financièrement ou transmettre le dossier au procureur de la République en demandant l'ouverture de poursuites pénales et une sanction pénale. Voilà un peu les raisons pour lesquelles, quand on traite des données de mineurs, on doit être particulièrement vigilant. Je vais terminer par les recommandations parce que, en enseignant et par déformation professionnelle, j'ai beaucoup parlé. Donc, pour les recommandations, c'est selon les niveaux d'intervention. Lorsqu'on est face au numérique et plus particulièrement aux données à caractère personnel, vous pouvez toujours associer la CDP à vos activités si vous le jugez pertinent, que ce soit la sensibilisation ou la gestion des plaintes lorsque vous traitez des cas qui sont spécifiques aux violences basées sur le genre ou aux violences exercées contre les enfants de manière générale. La CDP peut toujours vous accompagner et vous aider. À la maison aussi, il faut que le contrôle parental et les autres activités que vous menez entre membres poussent à plus de sensibilisation et de prise de conscience de la part des parents. Et à un niveau individuel, il faut que les activités aussi poussent les enfants à une utilisation responsable d'Internet et que vous-même, à votre niveau aussi, que vous fassiez attention à l'usage du numérique lorsque cet usage est en rapport avec les données à caractère personnel. Maintenant, par rapport à FEDSEN et pour les données à caractère personnel, les recommandations sont simples. Il faut toujours cartographier les traitements de données que vous avez, déclarer ceux qui sont obligatoires, vérifier que vous êtes tout le temps conforme et continuer les actions de sensibilisation. J'ai beaucoup parlé. Je vous rends la parole, Madame la Présidente, et je reste à votre disposition pour les débats et discussions s'il y a lieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Niane. Votre exposé nous laisse vraiment bouche bée. Parce que, comme on dit en Wolof, ñàkk xam mooy rey nit. Et ce que vous avez dit là est tellement important que je ne sais même plus quoi y poser comme je veux dire, débat. Je suis en train d'avaler ça petit à petit et de voir qu'il y a beaucoup de choses que nous avons fait et que nous avons pensé que c'est bien, alors que nous peuvent nous porter préjudice. Et pour cela, je vous remercie encore pour toute la clarté de votre exposé, de votre présentation.
toute la pertinence de votre présentation et vraiment vous dire merci. Merci vraiment de tout cœur pour toutes ces informations que vous nous avez données aujourd'hui qui portent beaucoup à réflexion. Merci encore, professeur Niane. Je vous en prie, Président. Allô? Je vous en prie. Parfait. Donc, maintenant, nous va maintenant pour les questions. Et on peut poser les questions et puis vous allez pouvoir répondre. Moi, par contre, je commence déjà par la question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un document qu'on pourrait avoir concernant toutes les données à protéger chez les enfants. Alors, dans nos écoles, nous avons par exemple la fiche d'information. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le parent nous dit que on ne vous donne aucune information sur nous ni sur l'enfant, donc ça veut dire qu'on n'est pas en droit de refuser cet enfant dans nos écoles. Est-ce que c'est bien ça si j'ai compris? Qu'est-ce que vous avez prévu? Je réponds question par question ou je recense d'abord les questions et je réponds pour éviter les doublons? Ça dépend de vous. Voilà, donc vous pouvez, je pense pour éviter les doublons, on peut faire comme vous le proposez comme ça. Tout le monde pose des questions et puis vous répondez. Peut-être qu'on va trouver des réponses à une des questions. Cher membre fédérateur. Allô, personne d'autre n'a des questions? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je me présente, Madame Mbeng Aminata Ndiaye, directrice de l'école Khadim Rassoul à Castor. Tout d'abord, j'aimerais féliciter le professeur M. Diaw pour son exposé. Et vraiment, ça a été très instructif. J'avais une seule question, c'était de savoir s'il faut faire une déclaration à la CDP pour avoir des caméras de surveillance dans son école. Voilà, c'était ça ma question. Et encore, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci, Madame Diop. Est-ce qu'il y a une autre question, chers participants? Allô, ça veut dire que vous avez compris tout ce que le professeur Niane a dit? Voilà, professeur, on vous laisse répondre à la question en attendant. Il y a une question au niveau de la discussion, professeur Niane, excusez-moi. Alors, il y a quelqu'un qui demande, peut-on mettre des caméras dans les classes? Donc, on vient de poser la même question. D'accord. Donc, professeur, je vous laisse la parole. OK. Merci beaucoup. Donc, je vois que j'ai beaucoup de collègues donc, dans l'enseignement. C'est une bonne chose. Par rapport aux questions, pour aller directement, par rapport à votre question, Présidente, non, il y a des traitements où les parents n'ont pas le choix, en fait. Lorsque vous venez inscrire votre enfant, que ce soit dans une école publique ou dans une école privée, vous avez l'obligation de donner des éléments d'identification parce que c'est des informations qui participent à la prise en charge de l'éducation de l'enfant. Parce qu'il faut suivre sa scolarité, il faut confectionner des listes pour les classes, il faut qu'il y ait un dossier scolaire à transmettre au ministère. Et maintenant, avec la plateforme Simen du ministère de l'Éducation nationale, on doit renseigner la plateforme Simen avec des informations réelles
parce qu'on ne peut pas avoir un élève non identifié dans une classe, parce qu'il faut vérifier sa présence, il faut vérifier son assiduité, il faut contrôler sa progression scolaire, etc. Et qu'en cas de problème, qu'on puisse aussi engager, s'il le faut, la responsabilité de l'établissement en faisant le lien entre l'élève et son activité scolaire. Donc là, vous n'avez pas le choix. En tant que parent, vous devez nécessairement, en inscrivant votre élève, si c'est dans un établissement public, il y a la liste des pièces à fournir, au titre desquelles ne serait-ce que l'acte de naissance qui donne un ensemble d'informations. L'enseignement privé aussi est de toute façon régi par le ministère de l'Éducation nationale. Donc là, les parents n'ont pas la possibilité de s'opposer à ce traitement, sauf à garder votre enfant chez vous et à assurer sa scolarité. Donc là, je vous rassure, les parents ne peuvent pas. Donc pour la fiche d'inscription, ils sont obligés. Maintenant, s'il y a une association à l'école, par exemple l'association des parents d'élèves de l'école ou bien une association de l'école pour créer des espaces verts ou des activités extra-académiques, le parent peut refuser d'y adhérer parce que les associations sont volontaires. Je peux dire que je ne veux pas faire partie de l'association des parents d'élèves, mais mon enfant reste dans l'établissement, etc. C'est comme les clubs d'élèves, etc. Donc, s'il y a des associations qui peuvent être séparées de la mission d'enseignement ou de mission de service public, d'enseignement de l'établissement, là, vous pouvez refuser. Autrement, vous ne pouvez pas refuser. Vous devez donner ces informations, mais ces informations font l'objet de dispenses. Les écoles ne déclarent pas la liste de leurs élèves et autres au niveau de la commission des données personnelles. Parce que là, pour des raisons de service public et autres, on organise un régime de dispense. On ne demande pas aux universités ou aux écoles de déclarer leurs effectifs. Par contre, s'il y a des traitements particuliers, on peut. Pour la seconde question posée par Madame Meng, donc, et aussi qui est et la troisième question qui rejoint un peu la seconde, oui, pour installer un système de vidéosurveillance dans une école, on doit faire la déclaration au niveau de la CDP. Parce que l'école, à l'instar des autres bâtiments, je vous donne des exemples, le ministère de l'Intérieur a fait une déclaration pour toutes les caméras que vous voyez dans les rues de Dakar. Au niveau des ministères aussi, la déclaration a été faite. Donc, l'administration publique, de manière générale, si c'est une école publique, comme si c'est une école publique, l'administration publique, de manière générale, est tenue de faire les déclarations qui sont relatives au traitement de données à caractère personnel. Parce que ce que l'on vérifie en réalité, c'est les espaces que vous filmez. Déjà, pourquoi vous filmez? Souvent, ce sont pour des raisons évidentes de sécurité. On filme pour la sécurité de l'établissement, pour la sécurité des élèves, par exemple, au moment des récréations et autres. Donc, pour voir qui entre, qui sort de l'établissement, parce qu'il y a tout un danger dans l'environnement immédiat de l'école. Donc là, oui, il faut faire la déclaration. Et il y a des espaces à filmer, des espaces à ne pas filmer. Et là, c'est très important. On ne peut pas, par exemple, filmer les classes. Okay. On peut filmer la cour, on peut filmer les couloirs, etc. Mais on ne peut pas filmer la classe. On ne peut pas filmer l'intérieur de la classe. Donc là aussi, il faut faire attention à cet élément-là. Deuxième chose, on ne peut pas filmer certains espaces, par exemple les toilettes ou autres. On peut juste filmer les couloirs qui y mènent, mais pas les lieux en tant que tels. Exact. Bon, voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu, si vous êtes satisfaite de la réponse, mais c'est ce que prévoit un peu la loi. D'accord. En tout cas, c'est bien répondu encore. Merci beaucoup, M. Nian, pour les éclaircissements. Alors, il y a une autre question. Est-ce que les écoles doivent remplir une déclaration pour la collecte des données? Ça, je pense que vous avez répondu déjà à la question. Et aussi, qu'en est-il des photos des enfants qu'on poste sur nos pages Facebook, en fait, pour
la commercialisation de l'école et tout. Et est-ce qu'on doit lister la finalité, toutes les utilisations des données qu'on collecte, par exemple dans le cadre de l'association? Doit-on avoir l'autorisation d'une personne avant de lui envoyer des mails comme nous prenons souvent les potentiels membres sur Facebook ou autres? Donc, voilà d'autres questions pour vous. Oui, la prospection, oui. Ah, c'est bon? C'est bon? Vous avez fini? Oui, allez-y. Oui, j'ai fini, monsieur le professeur. D'accord. Bon, vous pouvez m'appeler monsieur. Hein. Il n'y a aucun souci. D'accord, monsieur Nian. Donc, pour la prospection, oui, la prospection est très encadrée parce que quand vous envoyez des messages qui ne sont pas sollicités, là, vous devez avoir le consentement de la personne. Parce qu'il y a deux choses. Il y a vos membres et ensuite, il y a ceux qui expriment la volonté de devenir membre. Par exemple, vous donnez la possibilité à une personne de s'intéresser à vos activités, de recevoir, par exemple, des informations et autres, mais cette personne n'est pas encore membre. Mais vous avez des newsletters, vous avez des mails d'information. Donc, la personne accepte de les recevoir. Mais toujours est-il que le consentement reste la base fondamentale de la prospection. Sinon, toute la prospection que vous faites peut vous causer des problèmes. Bon, si vous cueillez les informations sur Facebook, ça dépend de comment vous les avez. Est-ce que c'est vous qui recherchez les profils Facebook et vous envoyez des informations ou est-ce que vous le faites avec les personnes qui visitent votre page? Mais le moyen le plus sûr de rester conforme avec la loi, c'est d'utiliser un mécanisme qui permet à la personne de dire si oui ou non de recevoir ces informations. Donc, ça, c'est le plus important parce que pour la prospection... Oui. La personne qui... Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Allez-y, professeur Nian. Monsieur Nian, allez-y, excusez-moi. Oui, d'accord. Donc, je disais que pour la prospection, lorsque vous envoyez des mails ou autres informations à des personnes, ces personnes doivent donner leur consentement. Donc, si cette personne ne donne pas son consentement, elle peut toujours déposer une plainte en disant que vous avez visité sa page, vous avez eu ces informations et ensuite vous avez partagé des informations alors que cette personne n'a jamais souhaité recevoir ces informations. Mais cela n'est pas applicable aux membres. Si une personne est membre, ce n'est plus de la prospection, c'est de l'information. Il faut que ce soit une personne qui n'est pas membre ou qui n'a pas manifesté sa volonté d'être membre. Par rapport aux photos, je n'ai pas bien suivi la question, Madame la Présidente. Si vous pouvez, j'ai juste compris que, est-ce que vous aviez le droit de publier les photos des membres? Oui, les photos des enfants qu'on poste souvent, parce que quand on fait des activités souvent, des ateliers, on est porté à vouloir garder des souvenirs de cela et souvent on les partage soit avec les parents eux-mêmes ou on met dans nos pages Facebook, LinkedIn, etc. en fait. Mais ce n'est pas peut-être pour de la publicité en tant que telle, mais c'est pour montrer plutôt l'activité que nous faisons avec les enfants pour éviter que les parents disent que les enfants ne font rien à l'école, etc. On filme et puis on poste. OK. Donc, dans ce cas, il y a en fait deux régimes juridiques qui sont applicables. D'un côté, il y a un régime juridique qui est lié au droit à l'image. Parce que lorsque vous utilisez la photo d'une personne, vous utilisez son image. Donc, à partir de là, la personne dont l'image est utilisée a la possibilité de dire oui ou non, je veux que mon image puisse être utilisée ou pas. Maintenant, on peut considérer cette photo aussi comme une donnée à caractère personnel, à condition que la photo soit vraiment ciblée, qu'on puisse identifier, que vous prenez en photo une seule personne, vous mettez le focus sur cette personne et que vous l'isolez du groupe. Vous pouvez le faire dans une campagne d'illustration. Par exemple, vous lancez un nouveau projet, une nouvelle activité, et vous demandez à l'un des parents
membre de l'association ou même si le parent n'est pas membre, est-ce que vous pouvez utiliser son enfant comme support de communication? Et là, vous avez son accord. Mais vous pouvez aussi prendre des plans d'ensemble de vos activités où un seul enfant n'est pas spécifiquement ciblé, mais c'est l'activité qui est illustrée. C'est comme le font les journalistes, par exemple, lorsqu'il y a des meetings, lorsqu'il y a des matchs de football, etc. Ils prennent des PC, donc des plans qui peuvent leur permettre de faire un montage et de diffuser l'information. Vous ne pouvez pas aller déposer une plainte en disant, bon, j'ai été filmé alors que je n'ai pas donné mon avis, parce qu'on a pris des plans d'ensemble pour pouvoir illustrer une activité. Donc, soit vous êtes dans le cadre d'un plan d'ensemble, soit vous êtes dans le cadre d'une utilisation centrée sur une personne, là où vous aurez besoin d'un consentement. Comme vous pouvez aussi être dans un espace public, parce que les espaces publics et les espaces privés ne sont pas protégés de la même manière. Vous pouvez être dans une manifestation publique, dans un espace public, où les plans sont pris différemment. Donc, ce n'est pas la même chose si on prenait la photo dans une maison ou dans une pièce qui n'est pas censée être exposée. Mais de manière générale, il est plus facile d'obtenir le consentement des membres que le consentement de personnes inconnues. Mais sur ce point, j'ai peut-être 2 anecdotes à raconter. C'est des histoires réelles tirées de la jurisprudence européenne en Autriche et en Italie. Une mère de famille a été condamnée par la justice parce qu'elle avait partagé les photos de son enfant. Donc, surtout en ce qui concerne le cas italien, plus de 500 photos en fait. Donc, à un moment donné, la fille a déposé une plainte pour utilisation excessive de son image et exposition de sa vie privée. Le tribunal a condamné la mère en lui disant que les photos de vos enfants ou l'image de votre enfant ne sont pas à vous. On dit tout le temps nos enfants, mais les enfants ont une vie autonome de celle de leurs parents et des droits qui sont individuels. En Autriche aussi, cela s'est passé de la même manière. Une mère de famille qui aimait beaucoup sa petite fille a pris sa petite fille tous les jours de sa vie en photo. Tous les jours de sa vie en photo et a sélectionné quelques photos qui étaient assez symboliques. Par exemple, son premier biberon, son premier jour de classe, son premier ballon, sa première paire de chaussures, etc. et les exposait fréquemment. Ça lui faisait plaisir. La fille faisait l'objet de moqueries à l'école parce que, bon, elle était devenue adolescente, assez grande, mais la mère ressortait de temps en temps de petites images, etc., qui renvoyaient à des situations un peu complexes. Donc, de guerre lasse, la fille a déposé une action en justice et là aussi, la mère a été rappelée à l'ordre. Le juge lui disant que votre enfant a une vie personnelle qui n'est pas la vôtre. Il ne faut plus exposer ces images sans son consentement. Okay. Bon. Oui, voilà un peu pour apporter quelques éléments de réponse à ces 2 questions. Ok, parfait. C'est bon, en tout cas, merci beaucoup encore une fois, M. Nian. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'il est nécessaire de demander une autorisation pour parrainer la scolarisation d'un enfant? Parce que souvent, il faut faire un rapport pour envoyer aux parents en général. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et aussi, il arrive que les enseignants se filment avec leurs élèves et partagent ces vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'une partie de la question vient d'être répondue, mais la personne pose la question disant, qu'en dit la loi sur les enseignants qui se filment avec leurs élèves et partagent ces vidéos dans les réseaux sociaux? Oui, pour le parrainage, cela dépend. Est-ce que c'est un parrainage qui est systématique, organisé au sein de l'établissement, ou est-ce que ce sont des parrainages qui sont spontanés, volontaires? Donc, si c'est l'établissement en soi qui met en place un système de parrainage permettant à des bonnes volontés de supporter la scolarité d'enfants, oui, on doit déclarer ce système parce qu'il y a un fichier qui est créé. C'est l'exemple de, je ne voulais pas citer d'organisme, mais c'est pas grave, Plan International, c'est une ONG assez reconnue.
plan international, a un système, par exemple, de parrainage qui lui permet de financer en quelque sorte les activités que l'ONG mène en faveur des enfants. Et les parrains, évidemment, doivent avoir des preuves que les montants qu'ils envoient sont utilisés conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, si c'est un parrainage spontané, qui n'est pas sponsorisé par l'école, qui n'est pas mis en place et contrôlé par l'école, ça, c'est presque une relation entre le parrain et la famille de l'enfant, qui reste dans le cadre familial. Par contre, si c'est l'école qui a mis en place le système de parrainage et entend en faire un mécanisme général, l'école doit non seulement déclarer, mais l'école doit donner une information complète sur ce système, afin que le fichier qui va être créé entre les parrains, les parrainés et les parents puisse être contrôlé. C'est surtout pour la régularité de ce traitement. Deuxième chose, est-ce qu'on peut faire des selfies avec ses élèves et l'envoyer? Oui, quelque part, on peut le faire. On peut le faire parce qu'il y a quelques tolérances dans le milieu académique. Il y a quelques tolérances qu'on autorise au niveau du milieu académique, mais qui ne sont pas toujours conformes à la loi. Mais c'est l'esprit qu'on le regarde. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, mais récemment, il y a eu un enseignant qui a, à l'occasion d'un cours, porté le bébé d'une de ses étudiantes durant un laps de temps. Oui. Parce que, voilà, donc, et qu'il avait publié sur Facebook en montrant que, bon, on pouvait concilier le rôle de maman et d'étudiante, etc., et que l'enseignant même pouvait contribuer à la formation. Je ne sais pas si vous avez lu les commentaires, si vous avez regardé, parce que je me suis un peu intéressé au cas. Mais bon, il y a eu des commentaires qui allaient dans le sens d'une exposition inutile de cet élément-là, qui relèverait plutôt de la vie privée, etc. Donc, certains l'ont vu d'un très mauvais œil, d'autres ont salué l'esprit chevaleresque de l'enseignant. Donc, faire des selfies en classe, etc., cela peut démontrer de l'amour qu'on a de son métier, de l'affection qu'on a pour ses élèves. Ça peut être mal interprété, mais au niveau de la loi, on ne fait pas de fixation sur cet élément-là. Voilà un peu donc quelques éléments de réponse que je souhaitais apporter. Ok, Maximiane, merci beaucoup pour vos réponses tantôt. Voilà, je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible, par exemple, que vous puissiez nous envoyer des formulaires dont on a besoin, par exemple, pour les caméras? Parce qu'il faut dire que souvent dans nos écoles, nous mettons les caméras dans les classes. Ce n'est pas en fait pour, bon, mal intentionné, je veux dire, mais c'est seulement peut-être pour voir un moment où la maîtresse ne regarde pas l'enfant, que vous voyez déjà les actions qui se passent dans les classes. Parce que je reviens toujours au cas du décès qu'il y a eu dans l'école. Est-ce que vous pensez que nous, en tant que fédération, on peut essayer de voir la possibilité de faire accepter que nous puissions filmer ce qui se passe dans nos classes, par exemple? Si, par exemple, l'enfant mange bien sûr en classe ou s'il est dans un réfectoire, ça peut être aussi. Parce que si moindrement on veut connaître la raison, par exemple, d'un accident ou pourquoi l'enfant, par exemple, a étouffé, pourquoi ceci ou cela, ne pensez-vous pas qu'il peut y avoir une dérogation pour ce genre d'utilisation de caméras dans nos structures? Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour cette question, c'est une question qui est assez sensible parce que si je vous explique le pourquoi de l'interdiction des caméras, c'est assez simple parce qu'on considère que les salles de classe, ce sont des lieux de travail pour les institutrices. Donc, et qu'on interdit de filmer une personne de manière constante dans l'exécution de son travail. C'est assez stressant. Donc, c'est assez stressant et c'est contraire à la protection de la vie privée de la personne. Surtout si le lieu de travail aussi est un lieu de vie. Donc, c'est l'une des raisons. Bon, je peux personnellement comprendre le fait que pour la toute petite enfance, que la présence d'une caméra rassure les parents et parfois aussi rassure le directeur ou la directrice, dans la mesure où on peut à chaque fois avoir un feedback sur ce qui se passe. Maintenant, ce que je peux donner comme conseil ou recommandation, c'est que FEDSEN, en tant qu'association, peut demander l'avis de la CDP sur cette question, afin que la question soit débattue au niveau de l'instance délibérante. Parce que nous avons une instance délibérante à la CDP, donc c'est une dizaine de commissaires qui sont issus des choix du président de la République, de la Cour suprême, de l'Assemblée nationale, du barreau des avocats, des organisations de défense des droits de l'homme, du patronat. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ces 10 personnes-là qui prennent les décisions. Lorsque l'administration de la CDP a fini de faire la tâche administrative, c'est vraiment ces personnes qui instruisent et qui prennent la décision. Donc, FEDSEN peut, par exemple, écrire une correspondance adressée à la CDP et demander un avis. Est-ce qu'on peut, de manière dérogatoire, permettre à une branche d'activité, comme les écoles maternelles, etc., à l'appui d'arguments factuels, comme ce qui s'est passé dans les cas que vous avez cités, est-ce qu'on peut permettre exceptionnellement de placer des caméras qui ne seront activées, par exemple, que pour les heures de cours? C'est-à-dire que lorsque les enfants vont en pause, on déconnecte. Lorsqu'il n'y a plus d'enseignement, etc., on déconnecte afin que ces séquences puissent rassurer les parents. Mais là, je ne peux, à titre individuel, je ne peux pas donner une garantie de ce que sera la décision des autres commissaires, mais je sais que cela fera l'objet d'un débat ou peut faire l'objet d'un débat au niveau de la CDP. OK. Merci beaucoup en tout cas. Et si on a besoin de formulaires, donc là, il faut, pour vous rencontrer, prendre un rendez-vous, c'est ça, la CDP, prendre un rendez-vous et puis venir vous voir, c'est ça? Bon, normalement, c'est ça, mais bon, comme par ricochet, je fais partie de la FEDSEN, je vais plutôt vous mettre en relation avec la personne qui s'occupe des formulaires et autres, et elle va vous envoyer les formulaires. Bon, de toute façon, les formulaires sont déjà en ligne, mais en fonction de ce dont vous aurez besoin, oui, si c'est de la vidéosurveillance, on peut toujours vous envoyer les formulaires. D'accord. Donc, voilà, en tout cas, ça répond déjà à la moitié de nos inquiétudes. Et vraiment, professeur Niane, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Voilà, et vraiment, je suis heureuse de vous entendre dire que vous faites partie de la fédération. On a besoin des personnes comme vous dans la fédération, en tout cas, qui nous guident dans tout ce que nous faisons. Parce que je dis souvent qu'en Afrique, nous avons la mauvaise habitude de ne pas utiliser les choses que nous avons, les informations que nous avons pour matérialiser tout cela. Mais là, je pense que votre présence dans l'association va beaucoup nous aider à nous formaliser d'abord et puis à formaliser aussi nos structures parce que tout ça, il y a un lien et aussi à avoir tout ce qui est de notre côté pour protéger ce que je dis souvent, ce que nous avons mis du temps à créer. Donc, voilà en tout cas votre présence vraiment ici, vraiment est très louable et nous sommes vraiment honorés
de vous avoir parmi nous. Voilà. Donc, je suis sûre que notre prochaine étape va vraiment être de recenser, comme vous le dites, demander les autorisations nécessaires, de recenser aussi les informations que nous demandons à nos parents, faire un texte qui va permettre à ce que tout le monde ait à faire les choses by the book. Donc, si on les a, je pense que là, on sera vraiment protégé et les enfants que nous avons dans nos structures seront aussi protégés. Et vraiment, grâce à vous et grâce à cette commission que nous avons au Sénégal, vraiment, nous devons dire un grand merci vraiment pour votre présence aujourd'hui et les informations que vous nous avez données, qui sont nettes, claires et précises, je répète depuis tantôt. En tout cas, je vais, la personne qui demande la parole. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, est-ce que vous avez une question? Oui. Oui. Oui, j'avais juste, c'est Abby à l'appareil. En fait, bonsoir, monsieur Nian. J'avais juste une petite question par rapport, enfin, je ne sais pas si j'avais bien entendu parce que bon, je bossais en même temps, mais en ce qui concerne les caméras, j'ai cru entendre que vous parliez des écoles publiques qui devaient demander l'autorisation. Et donc, qu'en est-il des écoles privées? Ou bien c'est tout le monde? Peut-être que j'ai mal entendu. Merci, madame. Donc, c'est tout le monde, en fait. C'est l'établissement en tant que tel qui est visé. Il y a des établissements, oui, qui l'ont déjà fait, d'autres pas encore, mais c'est tout le monde en réalité. D'accord. Parce qu'en fait, moi, en fait, je me suis toujours posé la question à savoir pourquoi on autorisait qu'on filme des couloirs où rien ne se passe, hein, et qu'on interdise, par exemple, des salles. Donc, c'est clair que ça se comprend que c'est complètement interdit de filmer les toilettes et ce genre d'endroits, mais les salles principales où tout le monde passe, c'est un peu... Ça nous pose à nous interroger, en fait, pourquoi. Et en fait, pour rebondir sur ce que Mme Kenny a dit, ce serait vraiment bien qu'on puisse trouver une solution à ça, surtout pour les plus petits, en fait, de la crèche qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas dire les choses. À la rigueur, les plus grands, ça se comprend parce que s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent toujours s'expliquer, ils peuvent toujours donner leur point de vue. Mais pour les tout petits qui sont vraiment désarmés face à la parole, donc ce serait bien en fait qu'on puisse trouver une solution par rapport à ça. Bon, je comprends, oui, je comprends votre inquiétude que je partage en tant que parent aussi, mais en fait c'est la recherche d'un équilibre entre l'activité professionnelle de l'enseignant et l'intérêt des enfants que l'on recherche. Parce que la salle de classe, c'est un espace d'enseignement, c'est un espace de vie, c'est un espace de socialisation, mais c'est aussi un lieu de travail pour l'éducatrice ou l'éducateur ou l'animateur qui est en charge de cette salle dans la crèche ou autre. Donc, on essaie de voir comment concilier le respect de la vie privée de cette personne, qui est un travailleur comme un autre, et l'intérêt supérieur de l'enfant aussi, qui justifierait qu'on puisse avoir un regard plus attentif sur ces enfants, surtout si ces enfants, comme vous l'avez souligné, sont incapables d'expliquer, de parler ou même de partager certaines choses. C'est la raison pour laquelle j'avais privilégié la recommandation de demander un avis à l'autorité afin qu'on puisse enclencher une réflexion générale sur la nécessité d'avoir un système dérogatoire pour un certain nombre d'établissements bien désignés. Comme vous l'avez souligné, lorsque nous sommes au niveau primaire ou bien collège, les enfants sont plus ou moins assez autonomes et grands pour pouvoir dire un certain nombre de choses, mais que pour la presse scolaire et notamment pour les crèches aussi, qu'on puisse exceptionnellement autoriser. Donc, là, je ne peux pas vous donner une réponse à 100% sûre parce que je ne prends pas de décision. En réalité, c'est les commissaires qui prennent la décision.
Et là aussi, je remercie Madame Kenny pour ses mots aimables, mais je dois lui dire que l'un de mes patrons est membre déjà de FEDSEN. Il s'agit de Madame le commissaire Khoudjegei, donc qui fait partie de l'une des personnalités choisies par le chef de l'État pour siéger au niveau de la commission. Donc, c'est en réalité, ce sont les commissaires qui prennent les vraies décisions. Donc, vous pouvez déjà compter sur elle en tant que commissaire. Et si elle évite des conflits d'intérêts aussi, bon, en tant que membre en devenir aussi, je peux toujours lui prêter main forte à sa demande ou à la demande de l'association. D'accord, en tout cas, merci. Merci beaucoup, M. Nyan, et merci beaucoup, Mme Khan, pour votre question. Voilà, donc je pense que là, nous pouvons peut-être vous libérer et puis vous dire que, encore une fois, que vous êtes la bienvenue et que vraiment, nous allons certainement faire une délégation pour venir vous voir et puis pouvoir discuter de toutes les modifications ou les choses dans lesquelles vous pouvez nous aider. En tout cas, nous vous remercions beaucoup pour vraiment ces étapes que vous démontrez et que vous nous aidez à suivre. Merci beaucoup, M. Nyan, et merci encore aux personnes qui se sont connectées pour vous suivre. Et voilà, donc on se dit à bientôt et sûrement quand la vidéo va sortir, on va vous l'envoyer et puis on pourra toujours continuer ce débat ailleurs. Merci beaucoup à tout le monde et au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci et bonne soirée, bonne fin de semaine à vous. Madame Kenny. Oui. Je voulais juste, avant de quitter, remercier ma sœur Khoudia, Madame Doy, qui est parmi nous, comme le dit Monsieur Nyan, et qui a bien voulu nous mettre en relation avec la Commission de protection des données. La fédération vient vraiment commence à faire de petits pas dans vraiment tout ce qui est formalisation, tout ce qui est légalisation, dans tout ce qu'on fait. Parce que la plupart du temps, nous, on se lance dans nos activités sans pour autant maîtriser les contours et les dangers de cette activité-là. Être en relation avec des enfants, M. Nyan l'a dit, selon leur vulnérabilité, leur sensibilité, c'est un métier risqué. Les erreurs médicales, nous, pareil, hein, on peut avoir des incidents avec les enfants, utiliser des photos ou bien des vidéos à mauvais escient. En tout cas, on a une couche très vulnérable de la société. Donc, vraiment, l'exposé de M. Nyan a été magistral, machallah. Et en tant que secrétaire général de la fédération, je le remercie pour sa disponibilité, pour son humilité, parce que vraiment, dès qu'on l'a contacté, il s'est porté volontaire et il a vraiment préparé une belle présentation qui a centré aussi bien nos préoccupations en tant qu'association, mais aussi bien nos préoccupations en tant que directeur d'école et personnes en contact avec ces couches vulnérables-là qui sont les enfants. Donc, c'était le mot que je voulais donner et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Diouf. Merci pour votre intervention. Alors, merci encore une fois à tout le monde et à la prochaine.